Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de Soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sahara occidental. Le Royaume-Uni adhère au plan d'autonomie du Maroc. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire. Radié de la liste électorale, l'opposant Tidjane Thiam saisit l'Organisation des Nations Unies. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Fayulu, une alliance est-elle possible? Ce sera notre interrogation. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo et la RDC, la chef de la MONUSCO reçue par Faure Gnassingbé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Adam Adjonou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Troisième invité ce soir, Robert Kosigan Kwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance de Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le plateau, bonsoir à monsieur le pasteur, ambassadeur des pays du Sahel. Je voudrais parler de monsieur Edo Komi. Je sais qu'actuellement il serait affairé dans son état-major pour le dépôt des candidatures de lui-même et de ses collaborateurs. Je voudrais faire un coucou spécial à toute la préfecture de Vaud, spécialement Klikame. Donc je voudrais rappeler alors son problème d'électrification au gouvernement et au président du Conseil des ministres de prendre le dossier d'électrification de Klikame à bras le corps. Merci beaucoup à vous Robert Kosigan Kwete d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous connaissons la direction du Maroc où a été en déplacement le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy ce 1er 2 juin où il a apporté un soutien de taille au Maroc pour son plan d'autonomie sur le Sahara occidental. Il a apporté le soutien du Royaume-Uni à ce plan. On sait que le territoire du Sahara occidental est disputé entre le Maroc et le Front Polisario. Le Maroc estime qu'il s'agit de son territoire. Le Front Polisario demande plutôt un référendum d'autodétermination pour permettre aux Sahraouis de se prononcer s'ils devraient être marocains ou plutôt indépendants. Et dans la foulée, depuis 2007, le Maroc a présenté aux Nations Unies un plan d'autonomisation exprimant sa suprématie sur ce territoire, mais leur accordant une certaine autonomie. Et petit à petit, des puissances s'alignent sur ce plan d'autonomisation du Maroc. Après les États-Unis et la France, c'est le Royaume-Uni qui, en ce début de semaine, apporte son soutien à ce plan d'autonomisation, madame. Oui, je crois que c'est l'un des plus vieux conflits territoriaux que le monde a connu, qui oppose notamment le Maroc et la Tunisie. Et le Front Polisario. Oui. Et justement, je pense que au regard du fait que le monde est en quête naturellement de résoudre les conflits que l'on a connus, et justement ce territoire est sous, en tout cas, tutelle des Nations Unies, avant que les 2 protagonistes liés donc à cet espace-là puissent se retrouver. Et le Maroc a justement trouvé un plan qui, plus ou moins, faciliterait la tâche pour ne pas arriver donc à un conflit que l'on ne souhaiterait plus. Donc je pense que c'est sur cette base-là que de plus en plus de nations estiment que le plan présenté par le Maroc serait le mieux, le plan le mieux qui pourrait éventuellement permettre à ce que on n'en arrive pas donc au conflit. Mais naturellement, étant donné que c'est un plan qui est présenté, ça a aussi des intérêts. Et justement, l'Algérie essaie également de pouvoir donc poser un certain nombre d'idéal qui puisse permettre également d'arriver donc à cette résolution. Mais je pense que lorsque nous prenons par exemple M. Lammy qui l'a précisément dit que le soutien britannique à la position marocaine s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'ONU pour trouver une solution au conflit et exhorter les parties concernées à s'engager de toute urgence et de manière constructive dans ce processus politique. Ça veut dire quelque part que chacun est d'accord qu'aujourd'hui, au regard des conflits, des multiformes que nous avons de par le monde,
il est évident que l'on puisse arriver à une résolution beaucoup plus pacifique. C'est en cela que beaucoup de pays s'alignent sur cette proposition marocaine. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Mais il faut dire que le Front Polisario ne veut pas justement s'allier sur ce plan d'autonomie du Maroc. Le Front Polisario, le CREDOTT, ce front veut plutôt un référendum d'autodétermination, à défaut de prendre les armes pour arracher son indépendance. Oui, c'est une situation qui est sujette à réflexion et ce n'est pas le fait du hasard que Londres se soit décidé aujourd'hui à s'inscrire dans cette proposition du plan d'autonomie du Maroc. Donc c'est que, et ce n'est pas non plus un suivisme de la part du Royaume-Uni, parce que du statut de ce territoire qui était considéré comme indéterminé, aujourd'hui, le Royaume-Uni pense que c'est la base la plus crédible pour essayer d'engager les discussions et donner cette autonomie pleine au Maroc. Maintenant, quelle doit être la lecture du côté du Front Polisario? Donc ça doit être une lecture de déception, mais est-ce que cela va amener l'autre partie qui se sent aujourd'hui fragilisée à vouloir prendre les armes? Est-ce que l'équation même de passer à un référendum pourra être encore utile si on considère les pays qui se sont déjà ralliés à la cause de ce plan d'autonomie du Maroc? Donc c'est que ça sera un peu complexe et ça sera difficile pour le Front Polisario de tirer son épingle du jeu. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que finalement le Maroc adhère à ce plan d'autonomisation? Parce qu'à la base, on le disait, le plan a été présenté depuis 2007, le Maroc a mis du temps pour convaincre les gens, mais ces dernières années, on voit plusieurs pays se prononcer, le Togo également, la France l'a fait tout récemment, le Maroc le fait. Pourquoi finalement tout le monde reconnaît la marocanité du Sahara occidental selon vous? Je pense que c'est simplement un changement de pied de la part de Londres, du Royaume-Uni. Donc, c'est un choix délibéré que de s'inscrire dans cette logique-là. Donc, on ne peut pas insinuer qu'il y aurait eu du forceps à un certain niveau, mais c'est un choix délibéré de Londres de faire évoluer la réflexion sur justement ce souci qui opposait le Maroc au Front Polisario. Merci beaucoup à vous. CREDOTT. Robert Kossigan-Akwete, le Maroc vient d'avoir un autre soutien de taille dans son plan d'autonomisation pour le Sahara occidental. Ce soutien de taille, c'est le Royaume-Uni. Le ministre britannique des Affaires étrangères était au Maroc ce dimanche où il annonçait justement ce soutien britannique au Maroc pour son plan. Oui, vous savez que aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le Maroc est très présent. Et donc, même au niveau de l'ONU et sur le plan économique, beaucoup d'investisseurs alors prennent le Maroc comme la porte d'entrée des affaires en Afrique. Et donc, ce qui fait que le Maroc a plus d'influence auprès des pays qui ont le droit de veto à l'ONU. Et ils profitent sûrement de cette position pour les convaincre à accepter alors sa proposition d'accorder de l'autonomie au Front Polisario. Maintenant, ce qui est sûr, le Front Polisario ne va pas accepter cette proposition. Mais comme les grandes puissances, les pays les plus développés ont commencé déjà par soutenir le Maroc, c'est vrai que ça mettra encore un peu de temps. Même si la pilule ne va pas passer, aujourd'hui, tous les grands pays là vont se camper sur cette position, quitte au Front Polisario d'accepter ou pas. Vous savez que l'Union européenne, l'Union africaine a beaucoup traité ce dossier durant des années. Et c'est ça même qui a coûté la place à Edem Kodjo quand il était secrétaire général de l'ONU. Donc je pense que ce problème est plus du côté des Marocains, des fronts et du Front Polisario. Puisque si le Maroc n'a pas alors des intérêts au Front Polisario ou au Sahara occidental, je pense quand même qu'il y a longtemps ce problème serait réglé. Alors si le Maroc tient à contrôler ce territoire, c'est parce que justement il a des intérêts qu'il ne peut pas perdre. Et avec le temps, je pense quand même qu'il ne lâchera pas prise. En tout cas, c'est un grand territoire quand même si c'est
majoritairement désertique. Puisque vous savez, ce problème ne s'est jamais posé dans les autres parties de l'Afrique. Tous les pays africains, la plupart ont été sous domination coloniale. Mais juste après leur indépendance, chacun a pris son autonomie, sa souveraineté, et ça y est. Sauf le Sahara occidental, que le Maroc empêche d'avoir sa souveraineté et son indépendance. Ce qui est aussi à l'origine de la brouille entre le Maroc et l'Algérie. Tout à fait, parce que l'Algérie soutient le Front Polisario, justement que l'Algérie voudrait que ce pays aussi soit souverain, acquiert toute son indépendance, ce que le Maroc ne veut pas. Parce que justement, le Maroc pense à exploiter peut-être des réserves, on ne sait pas, peut-être que la côte du Sahara occidental est poissonneuse. Bien sûr. Il y aura peut-être d'autres ressources, peut-être pétrolières ou quoi, que le Maroc peut-être veut exploiter, et donc ils n'auront pas la paix. Voilà, ce n'est pas seulement le Maroc qui le fait, même nous qui sommes indépendants, aujourd'hui, cette bataille que font les pays de l'AES, c'est pour avoir leur souveraineté économique. La souveraineté politique, ils l'ont. Mais le colon ne veut pas que nous autres pays africains qui ont été sous leur domination, nous ayons alors à mettre toutes les manettes de nos piliers économiques. Donc je pense quand même que c'est ce qui se passe entre le Front Polisario et le Maroc. Merci beaucoup, Robert Rossigan. Côté, je pense que quelque part, il ne faut pas négliger également la réaction de l'Algérie qui dit que le soutien apporté par Londres au plan marocain en 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation. De même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens. Ça veut dire quelque part que c'est vrai, si aujourd'hui ce plan semble être en tout cas le moins conflictuel, je pense qu'il y a lieu de pouvoir quand même prendre en compte ce que les Sahraouis disent, parce que quelque part, lorsque ce plan, puisqu'on sait véritablement sont les négociations entre les deux États, il faudrait quand même que ce plan puisse faire objet de discussion, soit des bases de négociation. Cela permettrait d'ailleurs même de pouvoir peut-être rapprocher les deux positions et éviter naturellement qu'on soit encore dans des tiraillements, étant donné que le plan est posé comme tel, même si l'Algérie estime que, ou les Sahraouis estimaient que voilà, c'est un bon plan, naturellement à partir du moment où ce sont les autres États qui adhèrent que ça n'a pas fait l'objet de discussion, il va de soi qu'ils maintiennent toujours leur position de pouvoir toujours continuer par réclamer. Vous voyez l'Algérie par exemple un beau jour accepter ce plan et accepter que le Sahara occidental appartienne au Maroc? Je crois que c'est possible. Si tel est qu'on pourrait donc associer l'Algérie sur la base de la viabilité en tout cas de ce plan-là, je pense qu'on pourrait, à défaut d'avoir des concessions totales, arriver quand même à avoir des bases qui puissent permettre une acceptation négociée entre les deux États. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.